Bonjour mes chers étudiants et étudiantes du deuxième semestre, donc de la première année. On se retrouve encore une fois pour traiter donc du programme du deuxième semestre. Comme on l'avait déjà souligné lors du premier semestre, donc on avait parlé du programme de la comptabilité générale concernant la première année. Et on avait dit que c'est un programme qui se subdivise en deux parties. Nous avons la comptabilité générale 1, premier semestre, et comptabilité générale 2, deuxième semestre. Pour le programme du premier semestre, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une première partie qui porte sur les fondements et les principes comptables, donc qui régissent la tenue de la comptabilité. Nous avons vu également comment l'entreprise elle enregistre donc ses opérations au cours de l'exercice et quelle était la technique utilisée. Donc on s'est rendu compte que la comptabilité donc enregistre des opérations, que ces opérations portaient donc sur des principes. Et le principe fondamental que nous avons vu, c'est le principe de la partie double et de l'équilibre. C'est-à-dire que pour chaque opération, il y a deux parties. Il y a une partie qui correspond à l'emploi, une partie qui correspond à la ressource. Et lorsque nous avons utilisé les comptes, donc l'emploi correspond à un compte débité et la ressource correspond à au moins un compte donc, qui est crédité. Donc ça, c'était le programme donc, du premier semestre. Donc, les opérations se sont effectuées au cours de l'exercice et lorsque nous arrivons donc à la fin de l'exercice, l'entreprise doit faire donc un arrêt, c'est-à-dire qu'elle doit déterminer son résultat. C'est exactement comme à la fac. Donc, l'on commence le premier semestre, il y a des cours qui sont dispensés donc, aux étudiants. Et à la fin du semestre, qu'est-ce que nous avons? Il y a une évaluation à travers donc, un examen pour voir quel est le résultat de ce que nous avons vu pendant ce premier semestre. Donc, nous raisonnons en termes d'exercice comptable, donc en termes de période annuelle. Et à la fin donc, de chaque année, l'entreprise, donc, elle essaie de déterminer le véritable résultat donc, de son exploitation. Et c'est l'objet justement de ce deuxième semestre ou du programme du deuxième semestre. Alors pour comprendre un peu en quoi consistent les travaux d'inventaire qui portent sur le programme du deuxième semestre, ou ce qu'on appelle les travaux de fin d'exercice, donc on va revenir un peu à l'organisation comptable et voir comment on tient la comptabilité au cours de l'exercice. Et donc nous avons déjà dit qu'il y a des principes comptables donc, qui sont pris en considération et c'est en respectant donc, ces principes comptables que nous enregistrons, que nous faisons les travaux divers donc, de fin d'exercice. Alors là, je reviens un peu à l'organisation comptable pour bien expliquer donc l'intérêt et l'importance des travaux d'inventaire. Donc nous avons dit qu'au niveau d'entreprise, nous raisonnons en termes d'exercice comptable, c'est-à-dire un exercice qui commence le début de l'année, par exemple le 1-1-2020, et on s'arrête, c'est-à-dire on arrête la comptabilité au 31-12-2020 pour pouvoir donc déterminer le résultat. Alors qu'est-ce que nous avons? Lorsque nous commençons l'exercice, on le commence toujours avec une situation, c'est-à-dire avec un bilan. Donc ce bilan comportant deux parties, nous avons l'actif, nous avons le passif, et nous avons vu que par principe, il y a égalité entre total actif et total passif. Deuxième caractéristique du bilan de début d'exercice, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On ne peut pas parler de résultat alors qu'on n'a pas encore commencé l'exploitation. C'est comme à la fac, c'est-à-dire on ne peut pas parler de résultat si on n'a pas fini le semestre et on n'a pas passé donc l'examen.
Et c'est là où il y a donc un résultat. Donc la caractéristique du bilan initial ou de ce qu'on appelle le bilan de début d'exercice ou d'ouverture, il est par principe équilibré, c'est-à-dire total actif égale total passif, et il n'y a pas de résultat. Alors l'entreprise, elle commence son exploitation, c'est-à-dire en prenant en considération bien sûr la première information comptable que nous avons, c'est-à-dire l'actif et le passif, c'est-à-dire voilà ce que nous avons, avec ça on va commencer, donc avec cette situation qu'on va commencer donc l'exercice comptable, et on commence les exercices, on commence l'activité, l'exploitation, et enregistrer au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Donc toutes les opérations seront donc enregistrées. Donc qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en plus des comptes d'actifs et des comptes du passif, on aura des comptes de charge, et des comptes de produits. Par exemple, chaque fois qu'il y a un achat de marchandises, donc on va enregistrer achat de marchandises, par exemple 100, état de TVA récupérable, on a déjà vu ça lors du premier semestre, état de TVA récupérable sur charge, 20%, ça nous donne 20, et nous avons par exemple donc, la banque, on a réglé par la banque, sachant que nous avons un avoir. Déjà, on a commencé avec un compte bancaire donc alimenté. Et donc, on a payé, supposons, par la banque. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'on commence l'exploitation, il y a la création donc d'un compte de charge. Il y a un compte de charge et avec d'autres comptes qui concernent donc le bilan. La banque, c'est un compte d'actifs. La TVA récupérable sur charge, aussi, c'est un compte d'actifs circulaire. Les comptes de produits, il suffit de vendre et nous avons donc un compte donc, de produits. Nous avons vendu de marchandises, supposons 200, état TVA facturé, 40, et on a, disons, été réglé par chèque bancaire et nous avons la banque qui est alimentée, donc qui débite, donc 240. Donc voilà donc comment on constate au fur et à mesure donc les opérations effectuées au cours de l'exercice. Donc toutes les opérations sont enregistrées. Donc du coup, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des comptes d'actifs, des comptes de passifs, des comptes de charges et des comptes de produits. Donc, on va arrêter notre comptabilité à la date du 31/12/2020 pour voir quel est le résultat. Parce que l'un des buts de la comptabilité, c'est de déterminer le résultat pour l'entreprise, le résultat de l'exploitation de l'année. C'est tout à fait normal pour qu'on puisse prendre les décisions nécessaires concernant donc l'activité de cette entreprise. Alors, l'un des principes élémentaires que nous avons déjà vu, que pour déterminer le résultat, il suffit de comparer les charges et les produits à travers donc un compte qui s'intitule le CPC. C'est pourquoi nous avons le compte des produits et des charges. Donc c'est un compte que nous avons déjà vu lors du premier semestre et qui va nous permettre donc de déterminer le résultat. Le principe, on l'a déjà vu, mais on n'a pas finalisé, si vous voulez, le travail. Alors, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, il faut déterminer le résultat. Pour déterminer le résultat, on doit établir le CPC. Le CPC, c'est un compte qui regroupe l'ensemble des charges et l'ensemble des produits. Et là, on revient un peu aux principes comptables fondamentaux. Donc, lorsque nous parlons donc des principes fondamentaux, donc nous avons 7 principes. Donc, vous les avez eus au niveau du support. Et donc, nous avons le principe de la continuité, nous avons le principe de la permanence des méthodes, nous avons le principe de l'indépendance et de la spécialisation des exercices, nous avons le principe du coût historique et de la valeur d'entrée, nous avons le principe de prudence, nous avons le principe de l'importance significative et nous avons le principe de clarté. Donc, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, donc
l'ensemble des principes ont déjà été respectés au niveau de l'enregistrement. Par exemple, on a déjà vu que pour enregistrer donc l'acquisition d'une immobilisation, donc on respecte le principe du coût historique, de la valeur d'entrée, ce qu'on appelle la valeur d'entrée, et ainsi de suite. Donc, lorsque nous arrivons donc à la fin de l'exercice, le principe il est simple, c'est-à-dire que pour avoir un résultat réel qui correspond donc à l'exploitation de l'exercice 2020, on doit avoir ici l'ensemble des charges de l'exercice et l'ensemble des produits de l'exercice, et uniquement les charges et les produits de l'exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe, donc on va respecter là le principe de l'indépendance et de la spécialisation des exercices. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'exercice 2020, donc on ne doit tenir compte que des charges de l'exercice 2020 et que des produits de 2020. Ensuite, nous avons un deuxième principe, le principe de prudence. Donc, le premier principe à prendre en considération, c'est celui de la spécialisation et indépendance. Là, je vous renvoie au support que vous avez eu lors du premier semestre. Et le deuxième principe, qui est très important, c'est le principe de prudence. Le principe de prudence qui est très important, qui est très significatif pour l'exploitation de l'entreprise. Alors, ce principe de prudence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour les charges, en ce qui concerne les charges, en plus des charges effectives, c'est-à-dire qui ont eu lieu au cours de l'exercice, il faut tenir compte des charges probables et éventuelles, c'est-à-dire celles que nous constatons et qui peuvent se réaliser dans le futur. Et donc, on va voir donc ça à travers certains exemples. Donc, il faut en tenir compte, en plus des charges réelles et effectives, il faut tenir compte des charges probables, éventuelles et qui peuvent ou qui risquent de se produire et de se réaliser dans le futur. C'est ça ce qu'on appelle le principe de prudence, ce qui va permettre à l'entreprise donc de tenir compte de l'ensemble des charges effectives et éventuelles, c'est-à-dire probables, et au niveau des produits, uniquement des produits qui sont certains. Pas comme les charges, c'est-à-dire au niveau des charges, nous avons les charges réelles, effectives, plus probables. Alors que pour les produits, que les produits certains. Voilà. Et ça va nous permettre donc de déterminer le résultat qui correspond à la réalité de l'exploitation donc de l'entreprise. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, on se pose des questions au niveau des charges comme au niveau des produits. Donc, quelles sont ces questions? Lorsqu'on arrive, donc, on a déjà vu comment on établit le CPC. Le CPC, c'est quoi? C'est un compte, un grand compte qui reprend les soldes des comptes de charges et les soldes des comptes de produits. Tous les comptes de charges que nous avons comptabilisés et tous les comptes de produits qui ont été comptabilisés. Donc, il reprend les soldes des comptes de charges et les soldes des comptes de produits. Et là, on va se poser la question. On va se dire, est-ce qu'il y a? Donc là, il y a des questions à se poser. Par exemple, première question. Y a-t-il des charges et des produits? Y a-t-il des charges et des produits concernant l'exercice, mais non comptabilisés? Non comptabilisés et enregistrés. Voilà. Première question, est-ce qu'il y a des charges et des produits qui concernent l'exercice mais qui n'ont pas encore été comptabilisés? Et là, on va trouver que effectivement, il y a des charges, il y a des produits que connaît donc l'exercice et qui n'ont pas encore été comptabilisés. On va expliquer ça après. Et deuxième question,
y a-t-il des charges et des produits comptabilisés, mais ne concernent pas l'exercice. Là encore, on va trouver effectivement qu'il y a des fois des charges et des produits qui ont été comptabilisés, mais qui ne concernent pas en totalité donc l'exercice, mais seulement en partie. Et donc, comme ça, on va essayer de voir est-ce que toutes les charges et tous les produits ont été pris en considération. Et la troisième question, qui est liée à la première question, y a-t-il des charges et des produits concernant l'exercice? Y a-t-il des charges donc, qui risquent, à travers donc, des informations que nous avons, qui risquent de se réaliser dans le futur? Donc, si vous voulez, c'est la troisième question. Est-ce qu'il y a des charges qui risquent de se réaliser dans le futur et qui concernent donc l'exercice? On va l'ajouter. Y a-t-il des charges, uniquement des charges, je m'arrête là, donc charges, concernant l'exercice et probable de se réaliser. Donc, il peut se réaliser donc, dans le futur. Et donc, à travers ces trois questions, donc, on va finaliser, on va compléter donc, nos enregistrements pour nous permettre donc d'avoir un résultat qui correspond à la réalité donc, de l'exploitation. Alors voilà donc en quoi consistent les travaux d'inventaire. Les travaux d'inventaire vont nous permettre de compléter donc l'enregistrement qui a été effectué au cours de l'exercice et ça va nous permettre donc de tenir compte de l'ensemble des charges et de l'ensemble des produits, d'autant plus que ces charges et ces produits, donc on ne peut être plus ou moins sûr de leur existence qu'à la fin de l'exercice, parce qu'on ne peut pas anticiper donc à l'avance et pour voir est-ce qu'il y a des charges ou des produits qui concernent l'exercice et qui n'ont pas encore été donc enregistrés. C'est pourquoi nous attendons la fin de l'année, donc la fin de l'exercice, pour se poser ces questions et pour finaliser, pour ajouter ou pour soustraire ou pour remédier, régulariser donc ces exercices. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, on parle des travaux d'inventaire ou des travaux de fin d'exercice, et qui portent sur trois volets. Ils portent sur les amortissements, ils portent aussi sur les provisions, et ils portent également sur les régularisations. Donc des charges et des produits, ou ce que nous appelons également les ajustements des charges et des produits. Donc je vais essayer de reprendre un peu les différents éléments qui vont nous permettre donc, de bien comprendre et de se situer donc, par rapport à l'établissement du CPC. Donc je reprends, ou je continue plutôt. Donc on a dit que lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, on effectue donc ce qu'on appelle les travaux d'inventaire qui portent sur les amortissements, sur les provisions et sur les régularisations, c'est-à-dire ajustement des charges et des produits. Alors, donc nous avons trois parties qui concernent donc les travaux d'inventaire. Alors, j'ai dit que lorsqu'on arrive à la fin de l'exercice, l'entreprise, sur la base donc, de ces enregistrements, et pour déterminer donc, le résultat, elle doit donc présenter le CPC.
Et du même coup, lorsque nous arrivons donc à la fin de l'exercice, nous l'avons déjà vu au niveau de l'organisation comptable, donc on présente le CPC qui comprend ou qui reprend les soldes des comptes de charge et les soldes des comptes de produits pour déterminer le résultat qui peut être positif ou négatif. Et en même temps, donc l'entreprise présente le bilan de fin d'exercice. Bilan de fin d'exercice. Nous avons donc l'actif et le passé, c'est-à-dire bilan de fin d'exercice, ça veut dire que c'est la nouvelle situation, la situation de fin d'exercice. Sachant que nous avons commencé avec une situation au 1er janvier 2020. Et lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, automatiquement, il y a une nouvelle situation et qui sera différente, bien sûr, de la première situation, avec ou pas le résultat. Parce que lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, le résultat de l'exploitation, le résultat de l'exercice, il va impacter, va avoir une influence donc sur la situation de l'entreprise. Soit qu'on va avoir une augmentation du patrimoine, soit on va avoir un appauvrissement, une diminution du patrimoine de l'entreprise, sachant que le résultat peut être positif comme il peut être donc négatif. Alors, lorsque nous arrivons donc à la fin de l'exercice, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que le CPC, il va reprendre donc les soldes des comptes de charge. Les charges donc effectives, c'est-à-dire les comptes de charge déjà comptabilisés. Donc, les soldes, nous avons les soldes des comptes de charge, donc comptabilisés. Et nous avons les soldes des comptes de produits comptabilisés, qui ont été comptabilisés au cours de l'exercice. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive donc à la fin de l'exercice, on se pose la question, est-ce qu'il y a des charges qui n'ont pas encore été comptabilisées? Effectivement, on va trouver qu'il y a des charges qui n'ont pas été comptabilisées. Par exemple, l'utilisation du matériel. On sait très bien que l'entreprise, dans le cadre de son exploitation, elle utilise du matériel. Le matériel qui fait partie donc de son actif. Et le matériel qui a été acquis, du fait de l'utilisation, il se déprécie, donc il perd de sa valeur. Ça veut dire que nous avons un élément, par exemple, nous avons matériel de transport, on a acheté le matériel, par exemple, à 1000, lorsqu'on a commencé l'exercice, sa valeur donc neuve, sa valeur d'origine ou la valeur d'entrée elle est 2000, mais après une année d'utilisation, sa valeur n'est plus 2000. Sa valeur, elle s'est dépréciée parce qu'il a été utilisé, donc il devient d'occasion, c'est tout à fait normal. Et donc, cette diminution de la valeur constitue pour l'entreprise donc une charge. Du fait de son utilisation dans le cadre de l'exploitation. Et donc, il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il faut ajouter cette charge sous forme d'amortissement. Donc, il faut ajouter les dépréciations par le biais de l'amortissement concernant tout le matériel, donc, ou tous les éléments de l'actif qui subissent une dépréciation donc, du fait de l'usage et du fait de l'utilisation. Et dans ce cas, on parle de l'amortissement. L'amortissement, comme vous allez le voir, donc c'est une partie de la valeur d'entrée. C'est-à-dire que le matériel qui a été acquis, par exemple à 1000, il a une durée de vie. Et donc cette durée de vie, donc, elle est fixée par la loi. Donc, on constate que chaque année, il y a une dépréciation. Par exemple, si la durée du matériel elle est de 5 ans, ça veut dire que chaque année, il y a une dépréciation de 1/5, c'est-à-dire de 20%. Et donc, on applique le taux de 20% à 1000 et on va avoir le montant de la dépréciation donc, de l'année. Et cela, ça va se calculer et donc s'enregistrer pendant 5 années, tant que le matériel donc, existe. Donc voilà
donc brièvement la notion donc, de l'amortissement. L'amortissement, c'est la dépréciation du fait de l'utilisation, et donc cela consiste à enregistrer donc une charge. Et comme nous le savons déjà, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'entreprise, nous parlons donc des comptes, donc on a vu que nous avons des comptes de situation qui concernent le bilan, et nous avons des comptes d'exploitation et de gestion qui concernent le CPC. Et nous avons vu que l'appartenance, il y a une indépendance des comptes, c'est-à-dire que les comptes d'actifs ne peuvent être que dans le bilan et dans la partie active. Donc, même chose pour les comptes du passif. Les comptes du passif ne peuvent être que dans le bilan et dans la partie du passif. Les comptes de charge ne peuvent être que dans le CPC et dans la partie des charges. Même chose pour les produits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des comptes de produits au niveau de l'actif ou au niveau du passif, etc. Donc il y a une indépendance parce que chaque compte il a une fonction, il a une utilité, et donc par rapport donc, à l'entreprise. Mais il y a une relation entre les comptes. D'ailleurs, si vous voulez, un exemple simple, supposons que nous avons acheté des marchandises, donc l'achat de marchandises, il y a une augmentation de la charge, et l'impact ou la correspondance, si nous avons payé par le chèque ou par la banque, donc ça va affecter le compte actif, banque ou caisse, on va créditer la banque ou bien la caisse. Si ce n'est pas donc un règlement au comptant, donc ça va être une dette et on aura donc un compte du passif. Donc, comme vous le constatez, c'est une opération qui utilise donc deux comptes au mois, un compte de charge et un compte donc soit d'actif, donc soustractif, il va diminuer ici, soit un compte du passé. Donc il y a une relation entre les comptes, bien qu'il y ait donc cette indépendance. Et donc, lorsque nous parlons de l'amortissement, ça va constituer une charge pour l'entreprise, et ce qui correspond à une diminution du matériel de transport, parce que le matériel de transport va diminuer. Donc sa valeur ne sera plus de 1000, mais elle sera de 1000 moins 20%, ça va nous donner moins 200. Donc la valeur réelle donc, du camion à la fin de l'exercice n'est pas 1000, mais seulement de 800, puisque la dépréciation qu'il a subie correspond à 200. Et c'est pourquoi, au niveau donc, du bilan, nous avons trois colonnes. Nous avons la première colonne qui correspond à la valeur d'entrée, d'origine, c'est-à-dire le prix avec lequel on l'a acquis, la valeur d'acquisition. Nous avons la deuxième colonne où il y a les diminutions, donc des éléments d'actifs, les diminutions constatées à la fin de l'année, soit par le biais de l'amortissement, soit par le biais de la provision. Et nous avons une troisième colonne qui nous donne la valeur comptable nette, c'est-à-dire la valeur réelle, la valeur du marché, donc au 31. Donc voilà donc en quoi consiste donc l'amortissement. C'est la constatation de la dépréciation donc du matériel du fait de l'utilisation, ce qui constitue donc pour l'entreprise une charge à prendre en considération et à ajouter avec les autres comptes de charge. Bien, ça c'est pour l'amortissement. Nous avons également pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une autre charge qui n'a pas encore été constatée? Là encore, on va revenir aux autres éléments de l'actif, c'est-à-dire lorsque nous prenons par exemple le bilan, dans le bilan nous avons par exemple le compte client. Supposons qu'au cours de l'exercice, l'entreprise elle a vendu des marchandises à un client. J'ai donné tout à l'heure un exemple. Supposons que le montant de la vente, il est de 200. Nous avons donc enregistré vente de marchandises, 200. Nous avons état TVA facturé. État TVA facturé 20%, ça nous donne 40. Et nous avons vendu à crédit. Donc on a débité le compte client, 240.
Voilà. Donc on arrive à la fin de l'exercice. Le client n'a pas encore payé parce qu'il était convenu qu'il va payer en 2021. Le client va payer en 2021. Ça veut dire que au 31/12/2020, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons une créance sur le client. Bien, ça c'est une créance donc qui fait partie de l'actif de l'entreprise. Mais là, supposons que nous avons des informations concernant ce client. Supposons que ce client, il a fait faillite. Il a fait faillite et donc d'après les informations, le montant de la créance, qu'on espère encaisser, il est perdu totalement. Donc, j'arrive à la fin de l'exercice, j'ai une créance sur un client, mais je sais, d'après les informations, que cette créance, elle est perdue. Cette créance, elle est perdue. C'est-à-dire, on ne va pas la récupérer. Donc, on ne peut pas dire au niveau du bilan que nous avons une créance. Parce qu'il y a une certitude que la créance, elle est perdue totalement. Donc, ça, c'est une perte définitive. Donc, il faut la constater. Donc, pour la constater, ça veut dire qu'il faut l'annuler. Il y a une méthode, il y a une technique. Donc, il faut régulariser donc, la créance. Donc, il y a ce premier cas. Il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que le client, c'est vrai, il est en difficulté, mais seulement il est fort probable qu'il ne peut pas payer la totalité de la créance. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité qui dit que peut-être il va verser seulement 50%. Donc, ça veut dire que le montant de la créance qu'on doit trouver ici ne peut pas être de 240, le montant initial, puisque nous savons, et on sait très bien, que seulement 50% seront versés par le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte chance, il y a une probabilité, il y a une éventualité comme quoi l'entreprise, elle va perdre 50% donc, de cette créance. Donc le montant de la créance n'est plus de 240, mais il est seulement donc de moitié. Et donc là encore, il y a un moyen pour régulariser cette situation, pour constater cette situation. Ça veut dire qu'il y a un risque de perdre une partie de la créance, ce qui constitue pour l'entreprise donc une charge. Et donc il faut l'ajouter ici sous forme de provision. Ça concerne les stocks de marchandises, ça concerne les titres et valeurs de placement, etc., etc. Donc, lorsque nous arrivons à la fin de l'exercice, les éléments non amortissables qui ne subissent pas l'amortissement, c'est-à-dire qui ne sont pas du matériel qui se déprécie avec le temps, mais qui correspondent à des valeurs donc, et qui risquent de connaître donc, des perturbations ou des diminutions, des dépréciations suite au climat économique, donc à la situation économique, à la situation financière des clients, etc. Donc, il faut en tenir compte. Donc, ces dépréciations, ces diminutions font l'objet donc d'une provision pour ne pas les confondre avec les amortissements qui portent sur du matériel, alors que les provisions, ils portent sur les autres valeurs concernant d'une manière globale la situation économique donc, et les fluctuations du marché financier. Donc voilà donc pour les provisions. Donc là encore, nous constatons qu'il y a une charge probable qui risque de se produire et donc il faut en tenir compte en vertu du principe donc, de prudence. Ensuite, nous avons, bon, comme on a parlé donc des provisions, des amortissements, une fois que nous avons, au niveau des provisions, donc j'ai donné l'exemple du client, mais on peut donner aussi l'exemple dans le cadre des provisions pour risque et charge, parce que nous avons deux types de provisions. Il y a les provisions pour dépréciation, c'est-à-dire dépréciation d'un élément d'actif, et nous avons des provisions pour risque et charge, c'est-à-dire qui peuvent se produire, qui peuvent se réaliser dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Par exemple, nous avons un problème avec un salarié. Supposons que l'entreprise a un problème avec un salarié. Ce salarié, il a été licencié d'une manière abusive et il n'a pas eu ses droits. Donc, il est
dans son droit de demander donc des dommages et des intérêts pour ce licenciement abusé, parce qu'il y a le droit social qui lui donne donc des droits. Lorsqu'il est licencié, il a droit à des indemnités. Donc le problème existe, ça concerne donc un problème dans le cadre de l'exercice, suite au licenciement donc de ce salarié, qui va porter plainte au tribunal ou à l'administration de l'inspection du travail. Et on sait forcément, on sait très bien qu'il va avoir gain de cause, comme on dit. C'est-à-dire, il a le droit. Donc, seulement le règlement se fera plus tard et le montant, on ne le sait pas d'une manière précise, mais on peut l'estimer, on peut le calculer, puisque l'ouvrier ou le salarié, donc il a un salaire, il y a une durée de travail, donc on peut estimer le montant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une charge concernant l'exercice, mais qu'on va payer plus tard. Une fois qu'on aura la décision soit du tribunal, soit de l'inspection du travail. Ça veut dire quoi? C'est une charge, donc il faut l'ajouter ici sous forme de provision, mais qui n'est pas encore payée, donc ça veut dire que la contrepartie sera donc le passif, c'est-à-dire elle est assimilée à une dette. C'est un montant qu'on va payer plus tard, et tout ce qu'on va payer plus tard donc, sont considérés comme des dettes, contrairement aux provisions pour dépréciation d'un élément actif. Donc le traitement des provisions pour dépréciation, c'est exactement le même traitement comptable que les amortissements, c'est-à-dire que le montant de la dépréciation, il est enregistré en tant que charge au niveau du CPC, et la contrepartie sera enregistrée dans un compte crédité donc de la crise du bilan qui concerne cette deuxième partie, c'est-à-dire amortissement ou bien provision pour dépréciation donc d'un élément d'actif, soit des créances, soit des stocks de marchandises, soit des titres et valeurs de placement, soit des titres de participation, et j'en passe. Donc voilà pour ce qui est donc des provisions. Donc là encore, nous constatons que il y a des charges qui n'ont pas encore été comptabilisées et on les comptabilise. Pour les dépréciations certaines, ça concerne l'amortissement. Pour les dépréciations probables, donc ça concerne les provisions. Et pour les provisions, nous avons deux types. Provision pour dépréciation et provision pour risque et charge. Pour ce qui est de la constatation de la charge, c'est toujours un compte de charge. Pour ce qui est de l'amortissement, la contrepartie, c'est un compte actif qui est crédité. Pour les provisions pour dépréciation, c'est la même chose, c'est un compte d'actif qui est crédité. Et pour les provisions pour risque et charge, c'est un compte du passif qui est crédité, parce que le montant de la charge donc est considéré comme un montant à payer plus tard, et donc il est considéré et assimilé donc à une dette. Donc voilà pour les deux premiers volets donc des travaux d'inventaire, c'est-à-dire amortissement et provision. Et il nous reste donc une troisième question qu'on a posée tout à l'heure. On se pose cette question dans le cadre de la régularisation et l'ajustement. C'est ce qu'on appelle le qaddo, les charges et les produits donc, de l'exercice donc, en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'exercice et on se pose la question, est-ce qu'il y a des charges qui n'ont pas encore été comptabilisées? Est-ce qu'il y a des charges qui n'ont pas encore été comptabilisées? En se posant la question, on va trouver par exemple, oui. Par exemple, je prends le cas de la facture du téléphone. Supposons que nous avons un abonnement et que cet abonnement n'est pas fixe, c'est-à-dire c'est en fonction des communications. Donc, on sait très bien que lorsque nous arrivons au 31/12, la facture du téléphone du mois de décembre 2020, nous l'avons qu'en janvier 2021. Parce qu'il faut d'abord finir le mois de décembre pour que l'opérateur
puisse comptabiliser nos communications et déterminer le montant qu'on doit payer. Donc nous sommes à la fin de l'exercice, nous sommes au 31/12/2020 et on sait très bien que nous avons des frais de poste et des frais de télécommunication. On a des factures, parce qu'on a déjà payé des factures du mois de janvier, février, mars, etc. Elles étaient enregistrées. Mais la facture du mois de décembre n'est pas encore parvenue. On n'a pas encore la facture. Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on n'a pas de facture qu'on ne va pas comptabiliser la charge. Sinon, on va diminuer les charges. Et si on diminue les charges, on va fausser le résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de régularisation. Régularisation, c'est-à-dire qu'il faut trouver une méthode qui va nous permettre de tenir compte de cette charge, même si nous n'avons pas encore la facture. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer, on sait pertinemment que nous avons une charge et qu'on va payer plus tard, qu'on va payer une fois que nous aurons donc la facture de l'opérateur. Donc, la charge, c'est facile de l'enregistrer. L'enregistrement, il est facile, mais il reste le montant. Le montant, on va l'estimer. On va se baser sur les quittances, les factures d'avant. C'est-à-dire, en moyenne, on va voir, par exemple, en moyenne, nous avons des factures qui tournent autour de 4000 dirhams, par exemple. Et donc, on va dire, forcément, le montant de la facture serait de 4000. Et on va l'enregistrer. Donc, on va enregistrer 4000. On va enregistrer la TVA. Et la TVA récupérera sur charge le montant donc, de 20%. Et donc, on enregistre ici 80. Voilà, 4080. Donc, 4800, pardon. Et donc, on enregistre la charge. Puisque c'est une charge que nous constatons, mais qui ne sera payée que plus tard, faute de documents comptables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant de cette facture constitue pour nous donc une dette à payer plus tard, une fois que nous aurons donc la facture, etc. Donc, on a régularisé, c'est-à-dire on a tenu compte donc de la charge, d'une charge qui concerne l'exercice, même si elle n'est pas encore payée, même si on n'a pas encore le document, il faut trouver une solution, sinon on va fausser le résultat. Et donc, dans ce cas, on parle de régularisation d'une charge. Même chose pour les produits. Supposons que nous sommes à la fin de l'exercice et l'entreprise, elle a loué un local. Elle a un local qu'elle n'utilise pas et il est mis en location. Et donc, la location constitue pour l'entreprise un produit accessoire. Donc, c'est un produit. Donc, on avait l'habitude, chaque fois que le locataire y paye, on enregistre au fur et à mesure. Supposons que le loyer du mois de décembre n'a pas encore été payé. Le locataire n'est pas disponible, il n'a pas payé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas enregistrer le produit concernant l'exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un produit, c'est une location, voilà, on enregistre la location, le montant de la location, et la contrepartie, ça veut dire quoi? La contrepartie, c'est une créance sur le locataire. Donc, la contrepartie sera dans l'actif ici. Donc, c'est un produit à recevoir. Donc, on aura l'occasion de voir les exemples concernant donc, cet enregistrement. Donc, tout comme pour les charges que pour les produits, donc chaque fois que nous constatons qu'il y a une charge concernant l'exercice ou un produit concernant l'exercice qui n'ont pas encore été enregistrés, donc il faut les intégrer, il faut les enregistrer justement pour avoir donc un résultat donc, qui correspond à la réalité. Le revers de la question, on a dit est-ce qu'il y a des charges et des produits concernant l'exercice non comptabilisé, on les comptabilise. Le revers de la question maintenant, c'est est-ce qu'il y a des charges et des produits qui ont été comptabilisés, mais qui ne concernent pas l'exercice en totalité. Et là, je vais vous donner donc un exemple qui va nous permettre donc, de bien comprendre et de se situer. Supposons
Par exemple, que pour la prime d'assurance, c'est l'exemple que nous donnons le plus souvent. Donc, supposons que nous avons une entreprise, elle a le véhicule et elle a payé l'assurance. Donc, on sait très bien que l'assurance sur véhicule, elle est annuelle. On paye donc l'année. Supposons que le véhicule a été acquis le 1/7/2020 et donc on a pris une assurance. Donc lorsqu'on prend cette assurance, on va payer la durée d'une année, c'est-à-dire du 1/7/2020 jusqu'au 30 juin 2021. Voilà. Supposons que le montant il est de 12 000. Donc on a enregistré prime d'assurance, 12 000. Et on a crédité la banque. Supposons que ça a été crédité par la banque, 12 000. Donc, qu'est-ce que nous avons fait lorsqu'on a enregistré? Donc on a débité un compte de charge qui fait partie de cette catégorie, c'est-à-dire des charges comptabilisées au cours de l'exercice. On a enregistré une charge et on a crédité le compte d'actifs la banque, c'est-à-dire on a diminué un peu l'actif de l'entreprise. Bien. Lorsque nous arrivons au 31/12, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que cette charge que nous avons enregistrée ne concerne pas en totalité l'exercice. Parce que au niveau du principe, c'est-à-dire que la charge, elle doit se limiter au 31/12/2020. Or, cette charge, elle dépasse 31/12/2020. Donc, il y a une partie qui concerne l'exercice suivant, c'est-à-dire 2021. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui a été comptabilisée, mais qui ne concerne pas l'exercice 2020, mais qui concerne l'exercice 2021. Alors, comment on va faire? C'est simple. Il faut ajuster la charge par rapport à l'exercice. Donc, du 1/7 jusqu'au 31/12, ça fait 6 mois, ça fait la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créditer ce compte de charge pour laisser seulement le solde de 6 000, la charge de l'exercice 2020. Je crédite donc 6 000 et automatiquement, principe de la partie double et de l'équilibre, lorsque je crédite un compte, je dois débiter un compte. Le compte que je vais débiter, c'est un compte d'actifs de régularisation actif. Il est débité de 6 000. Du coup, qu'est-ce que nous avons fait? On a ajusté la charge par rapport à l'exercice et en même temps, on a donné une idée précise sur la trésorerie que doit avoir donc la banque au niveau où l'actif, une situation du patrimoine de l'entreprise au 31/12/2020, c'est-à-dire les 12 000 que nous avions crédités au niveau de la banque, c'était un appauvrissement du patrimoine, on va le compenser par 6 000 pour donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l'entreprise au 31/12. Donc on a régularisé donc cette charge, on a trouvé donc une méthode, un moyen qui va nous permettre donc de respecter le principe de la spécialisation et de l'indépendance des exercices. C'est-à-dire qu'un exercice n'est concerné que par sa charge. Et bien sûr, les 6 000 que nous avons diminués ici concernent l'exercice 2021. Donc il y a une régularisation qui va se faire au niveau de 2021. C'est-à-dire, on va annuler ce compte de régularisation parce que les comptes de régularisation, c'est un compte provisoire qui nous a permis d'ajuster la charge à l'exercice. Et lorsqu'on va commencer l'exercice 2021, ce compte sera annulé parce qu'il est provisoire, il sera annulé, c'est-à-dire crédité, et on va débiter le compte de prime d'assurance. C'est-à-dire, au niveau de 2021, lorsqu'on va débiter en 2021 le compte prime d'assurance, on va avoir 6 000, ça veut dire que c'est la part qui correspond donc à l'exercice 2021. Donc, c'est ce qu'on appelle la régularisation donc, et la contrepassation des écritures donc, au début de l'exercice 2021. Donc, voilà donc le revers de l'opération des charges qui n'ont pas encore été enregistrées. Donc, s'il y a des charges
qui sont comptabilisés, qui ne concernent pas l'exercice, il faut les soustraire. Même chose pour les produits. Même chose pour les produits. Je prends le cas de la location. Supposons que le locataire, il nous a, au 31/12, il nous a versé 3 mois. Il a payé 3 mois de loyer. Il a payé le mois de décembre, il a payé janvier 21 et février 21. Donc il nous a payé 3 mois, donc il a avancé 2 mois sur l'année 2021. Donc supposons que le montant du loyer il est de 3 000 par mois, c'est-à-dire on a reçu 9 000. Voilà, on a reçu 9 000 et on a débité la banque de 9 000. Voilà. On arrive au 31/12, on se rend compte que ce montant du loyer, de la location, ne correspond pas totalement à 2020. Nous avons seulement un mois qui correspond à 2020, c'est celui du mois de décembre. Mais nous avons ici 2 mois, c'est-à-dire 3 000 plus 3 000, qui correspondent à 2021. C'est-à-dire qu'on a enregistré un produit en plus qui ne concerne pas l'exercice. Donc il faut ajuster, il faut le soustraire. Comment le soustraire? C'est simple. Donc on va débiter ici 6 000 pour ne laisser qu'un solde de 3 000. Donc 9 000 moins 6 000, ça va nous laisser un solde de 3 000 pour l'exercice 2020. Et principe de la partie de l'équilibre, donc j'ai débité, ça veut dire que j'ai crédité, on va créditer un compte qui concerne un compte de régularisation passive, c'est celui de produits constatés d'avance. Contrairement au compte de charge régularisation active, c'était charge constatée d'avance. Et comme ça, du coup, qu'est-ce que nous avons fait? On a respecté le principe de la spécialisation des exercices, c'est-à-dire que seules les charges et les produits de l'exercice sont enregistrés. Donc toute charge, tout produit ne concernant pas l'exercice, il est éliminé, donc on le soustrait et on le fait déplacer à l'exercice 2021 par le biais donc des comptes de régularisation actifs ou passifs. Voilà donc en quoi consistent les travaux d'inventaire, donc d'une manière générale, et c'est ce que nous allons essayer de voir donc successivement et à travers donc les différentes séances qui porteront sur l'amortissement, sur les provisions pour dépréciation, pour risque et charge, et le troisième chapitre donc qui portera sur la régularisation et l'ajustement des comptes de charges et de produits. Et bien sûr, vous aurez donc des exemples au niveau du cours, quand vous aurez donc des applications au niveau des travaux dirigés et qui seront donc dispensés par d'autres enseignants. Je vous rappelle que le cours de ce semestre, donc, il concerne l'ensemble des étudiants du deuxième semestre et les enseignants qui dispensent donc le cours. Donc, il y a Monsieur Aftis Ahmed, il y a Madame Boufdi Rada et il y a moi-même, donc Toufer Kalimi, donc qui sont chargés donc du cours donc de comptabilité générale 2, et bien sûr vous aurez d'autres enseignants qui vont nous accompagner donc dans les travaux, ces travaux de fin d'exercice, comme ça a été le cas pour le premier semestre. Donc j'espère que j'étais clair au niveau de cette présentation générale, mais on va voir ça d'une manière approfondie au fur et à mesure, donc à travers donc chaque chapitre. Amortissement, provision dans ces deux volets, provision pour dépréciation des éléments d'actifs, provision pour risque et charge, et les troisième volet, c'est la régularisation et l'ajustement donc des charges et des produits, ce qui va nous permettre donc d'avoir un résultat réel qui correspond à la réalité de l'exploitation de l'entreprise, et du même coup donc on aura une idée plus claire sur la situation patrimoniale de l'entreprise à travers le bilan.
Comme vous l'avez constaté, donc chaque fois que nous utilisons un compte de charge ou de produit, donc on a la contrepartie, elle est dans le bilan. Donc du même coup, lorsqu'on arrive à la fin de l'exercice, en même temps, donc on essaye de donner, de déterminer, donc de déterminer le résultat donc, de l'exercice, et en même temps, on essaye de donner une idée claire et fidèle sur le patrimoine et la situation patrimoniale donc, de l'entreprise à travers le bilan. Donc, l'utilisation des comptes, comme vous l'avez constaté, ils affectent donc en même temps le CPC et en même temps le bilan. D'une manière générale, lorsque nous avons une charge, automatiquement, la contrepartie, on utilise un compte soit d'actif, soit du passif. S'il y a règlement, on utilise un compte d'actif, c'est-à-dire soit qu'on crédite la banque, soit qu'on crédite la caisse, ou les deux à la fois. S'il n'y a pas règlement et c'est à crédit, on utilise un compte du passif, ça veut dire que c'est une dette. Il y a une charge, elle n'a pas été payée, donc elle sera payée plus tard, on utilise un compte de dette. Pour chaque fois que nous utilisons un compte de produit, c'est la même chose. Donc la contrepartie, elle est soit sous forme de on débite le compte d'actifs, c'est-à-dire la banque ou la caisse, ou bien on débite donc le compte de créance, c'est-à-dire si la vente de marchandises, par exemple, a été faite à crédit, donc nous débitons le compte client. Si le client a payé, donc c'est la banque ou la caisse, ou les deux à la fois, donc qui sont donc débités. Donc il y a une relation intime entre les comptes de gestion, les comptes d'exploitation, c'est-à-dire les comptes du CPC, et les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes du bilan. Ce qui va nous permettre à la fin de l'exercice de déterminer le résultat réel de l'exploitation à travers le CPC et en même temps de présenter une image fidèle et sincère du patrimoine donc, de l'entreprise à travers donc, le bilan de fin d'exercice qui, on l'a déjà vu au premier semestre, qui est forcément différent du bilan de début d'exercice. Le bilan de début d'exercice, on l'a vu, il est par principe équilibré, il n'y a pas de résultat. Par contre, le bilan de fin d'exercice, il est déséquilibré parce qu'il y a un résultat. Et le résultat qu'on dégage au niveau du CPC, c'est le même résultat qu'on va trouver ici. Soit qu'il va augmenter nos capitaux propres, soit qu'il va diminuer nos capitaux propres. Et ça, on l'a déjà vu au niveau du premier semestre. Donc voilà pour cette présentation. Donc j'espère que j'étais clair. Et je vous souhaite donc bonne chance et bonne continuation. Et je vous invite à bien travailler et à bien suivre les cours. Et merci.